Alors, vidéo de correction du premier DS. L'objectif ici, c'est de reprendre les erreurs classiques et de faire quelques rappels de façon à réactiver les connaissances qui n'étaient peut-être pas au moment où vous avez passé l'écrit. Alors, dans le premier exercice, on commence avec un petit peu de nomenclature. Les premiers exemples, on vous donne le nom et on vous demande de dessiner la molécule. Alors, on va commencer avec le petit 1. Lorsqu'on a un nom de molécule, il faut toujours essayer de trouver le fragment du nom qui correspond au nombre de carbone dans la chaîne principale. Il se trouve soit à droite ou alors au milieu du nom. En l'occurrence, pour le premier exemple, ce sera ici le fragment pentane qui fait référence à la présence de 5 atomes de carbone dans la chaîne principale. On a donc la chaîne à 1, 2, 3, 4, 5 atomes. Faites attention, dans la consigne, je demandais la représentation topologique, donc ne faites pas de la semi-développée ou de la représentation développée. Ensuite, lorsqu'on étudie le suffixe, on s'aperçoit qu'on a un suffixe ol, donc un groupement alcool caractérisé par une liaison carbone-hydroxyle. Le fragment hydroxyle, c'est le fragment OH, et il va être porté par le carbone numéro 2. Pour fixer les choses, on peut numéroter la chaîne principale. Pour ne pas se compliquer la vie, on le fait de la gauche vers la droite. 1, 2, 3, 4 et 5. Et donc sur le carbone numéro 2, on fixe le fragment hydroxyle. On a donc ici du pentane de ol. Et il reste à préciser que sur le carbone numéro 3, il y a un fragment méthyle. Alors le fragment méthyle à connaître absolument, CH3. Donc au niveau du carbone 3, je rajoute une ramification avec un CH3. Donc je rajoute juste un bâton, en topologique, le CH3. On ne le dessine pas. Deuxième exemple avec quelque chose d'un petit peu plus tordu cette fois, la molécule de phényléthanone. Dans le nom, la chaîne principale, elle est fixée par éthane. On a donc 2 carbones à l'intérieur. On a également le suffixe qui renseigne sur la fonction principale, celle portée par le carbone numéro 1, une fonction cétone. Donc si on commence à porter ces informations, on a une chaîne principale à 2 atomes de carbone. On va la numéroter comme tout à l'heure, numéro 1 et numéro 2. Et comme on vient de le voir, on a une fonction cétone sur le carbone numéro 1. Alors là, c'est un petit peu perturbant, puisque pour avoir une cétone, il faut que le carbone fonctionnel soit relié à un fragment carboné à droite, mais aussi à gauche. Et là, pour l'instant, ça ressemble plus à un aldéhyde qu'à une cétone. En l'occurrence, ici, on nous parle également du fragment phényl. Alors le fragment phényl, je pense que vous ne l'avez pas croisé, ou pas souvent. C'est le fragment qu'on peut noter C6H5, avec une liaison qui va venir se rattacher à un fragment de la molécule. On peut aussi le dessiner de la façon suivante. Et donc du coup, puisque la molécule est une cétone, ça impose le fait que le fragment phényl soit connecté, non pas sur le carbone numéro 2, mais obligatoirement sur le carbone numéro 1. Donc on va rajouter l'autre ramification ici, avec du coup la représentation du phényl. Et voici la molécule dont il était question. Ensuite, dans l'exemple numéro 3, on a du 2-éthylpentanamide. Alors là, ici, on repère d'abord, pardon, c'est en bleu, on repère le nombre de carbone dans la chaîne principale. On a un dérivé du pentane, donc 5 atomes de carbone. On dessine la chaîne, 1, 2, 3, 4, 5. On peut la numéroter, 1, 2, 3, 4, 5. En suffixe, on constate qu'il y a une fonction amide. Avec des notations génériques, une fonction amide se notera R1, C double liaison O, N, R2, R3. Dans cette notation, les fragments R1, R2 et R3 peuvent être des atomes d'hydrogène ou alors des fragments carbonés. Puisqu'on n'a pas d'informations sur l'indice numérique, ça veut dire qu'on n'a pas de choix concernant la position de l'amide, il est forcément sur le carbone numéro 1. Donc on rajoute ici sur le carbone 1 double liaison CO et également le fragment NH2. Si jamais on avait eu des fragments alkyles, c'est-à-dire des fragments carbonés sur les groupements R2 et R3, ils auraient été mentionnés en amont du nom. Lorsqu'il n'y a pas de précision là-dessus, c'est que c'est un amide avec une terminaison NH2. Il reste à préciser qu'on a un fragment éthyle porté par le carbone numéro 2,
le fragment éthyle, c'est C2H5. Et donc, au niveau du carbone 2, on rajoute la ramification avec deux atomes de carbone, et voici la molécule qui était demandée. Pour l'exemple numéro 4, on a cette fois 2-éthylpentane, je l'ai mal écrit, pentane amine ou pentane 1 amine. Donc, comme pour l'exemple précédent, on a une chaîne carbonée à 5 atomes de carbone. Sur le carbone numéro 1, eh bien, on va avoir une fonction amine. Et sur le carbone numéro 2, le fragment éthyle. Donc voilà la molécule correspondant au nom numéro 4. Pour les 4 questions suivantes, on nous donnait cette fois la structure des molécules et on nous demande de déterminer leur nom en nomenclature systématique. Alors lorsqu'on cherche à faire ça, on repère d'abord la chaîne carbonée principale, c'est-à-dire celle qui est la plus longue dans la molécule. Bon, sur l'exemple 5, la chaîne carbonée principale, il n'y a pas de piège, c'est celle constituée par les 5 atomes de carbone. Il faut ensuite la numéroter. Et là, on a le choix. Soit on numérote de 1 à 5 vers la droite, ou alors vers la gauche. Bon, il y a un caractère équivoque dans la numérotation, et donc pour trancher, eh bien, il a été choisi que la fonction principale, là ici, il y a une seule fonction, c'est l'alcool, doit avoir l'indice numérique le plus petit possible. Ça veut dire que pour avoir un indice numérique le plus petit possible, il faut numéroter 1, 2, 3, 4, 5 vers la droite. On a donc ici une molécule dérivée du pentane, 5 atomes de carbone. On a un alcool porté par le carbone numéro 2, donc ce sera un pentane 2-ol. Et on a également un méthyle porté par le carbone numéro 4. Donc on a ici au final du 4-méthyle pentane 2-ol. J'ai oublié le L ici. Lorsque vous écrivez un nom, faites attention. Lorsqu'on a un séparateur entre un chiffre et une lettre, on met non pas une virgule, mais bien un tiret. Pensez également que le E du nom méthyle disparaît lorsqu'on l'accole à un autre radical. Pareil, le E de la terminaison pentane disparaît lorsqu'il est suivi de quelque chose. Pour l'exemple numéro 6, donc on regarde celui-ci maintenant, eh bien, la chaîne carbonée principale, cette fois-ci, elle fait un petit piège. C'est pas là où on voit le plus d'atomes de carbone, c'est simplement les deux fragments qui sont ici au centre. Comme on l'a vu tout à l'heure, il faut que l'indice numérique soit le plus petit possible sur la fonction principale, donc sur la fonction amine. On va donc numéroter la chaîne de cette façon. Alors, lorsqu'on a un alcane à 2 carbones, c'est l'éthane. Là ici, NH2, c'est une fonction amine portée par le carbone numéro 1. C'est donc une éthane 1 amine et portée par le carbone numéro 2. On reconnaît ici le fragment phényl qu'on a vu tout à l'heure. On aura donc ici au final la 2-phényl éthane 1 amine. Et vous voyez bien, comme tout à l'heure, que le E de phényl et le E de éthane disparaissent quand on met quelque chose derrière. Pour l'exemple numéro 7, eh bien, on a encore une fois une molécule qui est monofonctionnelle. On s'arrange lors de la numérotation pour que l'indice numérique soit le plus petit possible au niveau de la fonction chimique. Donc là, on numérote de la gauche vers la droite. C'est un dérivé du butane. On a sur le carbone 2 une fonction cétone. Et donc, on peut appeler la molécule la butane 2-on. En l'occurrence, ici, c'est un exemple un peu particulier, vu que la fonction cétone ne pourra être portée que par un des deux carbones au milieu de la chaîne, puisque dans une cétone, on a un motif général qui est celui-ci, R1 C double liaison O R2, avec R1 différent de H et R2 différent de H également. Ça veut donc dire que si on place la fonction sur ce carbone-là, ce sera la butane 2-on. Si jamais on plaçait la fonction chimique ici, eh bien, il faudrait changer la numérotation de la chaîne, et donc ce serait encore la butane 2-on. Finalement, l'indice numérique 2 ici, il est un petit peu redondant, et donc on pourrait très bien se contenter d'appeler cette molécule simplement la butanone. Pour terminer, exemple numéro 8, on a une molécule de la famille des acides carboxyliques, on le voit avec le fragment C double liaison O OH.
On cherche la chaîne principale en mettant l'indice numérique le plus petit possible sur la fonction. Donc on commence en numérotant 1 ici, 2, puis ensuite le 3 on peut le mettre par là ou par ici, peu importe. Alors, on a une chaîne à 3 carbones, c'est donc un dérivé du propane, et plus précisément, on a une fonction acide carboxylique, donc ce sera un acide propanoïque. Sur le carbone numéro 2, eh bien, il y a un fragment CH3, méthyle, donc on va appeler cette molécule l'acide de méthyle propanoïque. Concernant les acides carboxyliques, ils sont systématiquement portés par le carbone numéro 1 de la chaîne, donc inutile de rajouter que ce sera du propane 1-OIque, ce serait une information redondante, on peut se contenter de l'écrire de la sorte. Alors à présent, la question numéro 9, on nous donnait un ensemble de molécules et on nous demandait de les trier en 2 catégories, chirales ou achirales. Pour justifier cette réponse, eh bien, on va commencer par donner la définition de ces termes. On dira qu'une molécule est chirale, ce que je noterai en abrégé par la suite, c'est une notation perso qui soulignait. Donc une molécule est chirale si elle est non superposable à son image spéculaire. L'image spéculaire, c'est l'image donnée par un miroir plan. Une molécule est achirale, et bien dans le cas contraire, lorsqu'on fait un petit peu d'étymologie, le A mis devant un nom, c'est un A privatif, donc une molécule achirale, c'est qu'elle n'est pas chirale par définition. Ces notions de chiralité sont intimement reliées, comme vous le savez, à la notion d'asymétrie des carbones. Et donc un rappel ici, un carbone asymétrique, c'est ce qu'on notera conventionnellement C avec un astérisque, et bien c'est un carbone qui va être de géométrie tétraédrique, donc obligatoirement 4 liaisons simples sur cet atome, et au bout de ces 4 liaisons, il doit y avoir 4 substituants, tous différents. Si jamais ce n'est pas le cas, le carbone n'est pas asymétrique. Un point à rajouter par rapport à ce que j'ai noté ici, c'est que toute molécule contenant un unique carbone asymétrique, et il faut bien qu'il soit unique, sera obligatoirement une molécule chirale. S'il y a plusieurs carbones asymétriques, il faudra faire attention. Alors prenons les exemples que je vous notais sur la feuille, je vous les ai réécrits ici. Lorsqu'on analyse la molécule A, eh bien, on s'aperçoit que CH3 n'est pas asymétrique, CH2 non plus, il y a 2 fois l'hydrogène. Par contre, le carbone qui est ici, il est relié à un hydrogène, un fragment hydroxyle, un groupement méthyle sur la gauche et un fragment CH2-CH3, donc un fragment éthyle sur la droite. Conclusion, le carbone qui est ici est un carbone asymétrique, par conséquent, la molécule A est une molécule chirale. Pour la molécule B, eh bien, lorsqu'on analyse un petit peu les différents atomes de carbone, on s'aperçoit qu'il y a 2 carbones asymétriques, celui qui est ici, celui qui est là. Donc 2 carbones asymétriques, il faut se méfier, l'idéal c'est de faire l'image à travers un miroir plan et ensuite de voir si, en faisant des rotations autour des liaisons simples, l'image se superpose ou non à l'objet. Deuxième façon de procéder, peut-être quelque chose que vous n'avez pas vu, donc c'est ça que je vais détailler ici. Une molécule, pour qu'elle soit chirale, il faut qu'elle n'ait aucun plan de symétrie, ni aucun centre de symétrie. Donc là, en l'occurrence, si on étudie le fait d'avoir un centre de symétrie, le centre auquel on pourrait penser, c'est celui qui est ici, le centre de la molécule qui passe par le milieu de la liaison représentée au milieu. Lorsqu'on analyse ce qui se passe, eh bien, le fragment CO2H, lorsqu'on le passe à travers le centre de symétrie, il devient CO2H. Par contre, là ici, le méthyle à l'avant, à travers le centre de symétrie, il devient un chlore à l'arrière. Donc finalement, ce point rouge, ce n'est pas un centre de symétrie, donc cette molécule reste candidate, et on peut encore penser que c'est une molécule chirale. Vérifions maintenant qu'il n'y a pas de plan de symétrie. Pour ça, ce que je vous propose de faire, c'est réaliser une rotation autour de la liaison centrale d'un angle de 180 degrés. Lors de cette rotation, je ne vais pas bouger les liaisons du carbone de gauche, et je vais du coup remonter à 180 degrés le fragment CO2H. Donc le motif que je vais avoir à dessiner, c'est celui-ci. Et je vous conseille de procéder de la même façon, lorsque vous avez des représentations de crâne à faire, commencez d'abord par mettre le squelette, la structure, et ensuite vous décorez en mettant les différents substituants. On a dit que pour le carbone de gauche, on ne change pas la position des groupes, donc je remets le carboxyle CO2H, le chlore à l'arrière et le méthyle à l'avant. Je m'aperçois que sur la droite, je n'ai pas dessiné les choses comme il fallait, eh bien, je vais le corriger.
Si je fais la rotation, je prends ce CO2H et je l'amène en haut, donc il va venir ici. Je vais avoir une liaison vers l'avant et une autre vers l'arrière. En l'occurrence ici, si jamais j'attrape mes feutres, que je décide de dire que le chlore à l'arrière correspond au feutre vert et le méthyle à l'avant correspond au feutre rouge, lorsque je fais la rotation comme ceci, je m'aperçois que le chlore, feutre vert, est passé à l'avant. Donc finalement, sur la représentation de droite, j'ai un chlore à l'avant ici et le méthyle qui est à l'arrière. Si maintenant on étudie le plan qui pourrait être un plan de symétrie, ce serait celui qui passe par le centre de la molécule et qui la sépare en deux parties, gauche-droite, on s'aperçoit que les fragments CO2H sont symétriques par rapport à ce plan. Par contre, sur les liaisons à l'avant, on a un méthyle et un chlore. Donc finalement, le plan rouge ici n'est pas un plan de symétrie. Cette molécule n'a ni plan de symétrie, ni centre de symétrie. Conclusion, c'est une molécule chirale. Pour l'exemple C, eh bien, on a encore une fois le même type de raisonnement qui peut être mené. Et là, si on étudie le centre de la molécule qui est là, on s'aperçoit que c'est un centre de symétrie. En effet, le fragment CO2H à travers le centre de symétrie devient CO2H. Le fragment méthyle qui est à l'avant, que je vais noter ici en bleu, à travers le centre de symétrie, la liaison se projette à l'arrière et donc on obtient bien un CH3. Et pour les chlores, c'est la même chose. La liaison à l'arrière projetée à travers le centre devient la liaison Cl à l'avant. Finalement, cette molécule possède un centre de symétrie. Obligatoirement, elle est achirale. Pour la molécule D, c'est exactement la même chose que pour la molécule B. Donc, ce n'était pas un piège, hein, c'était juste pour vous, tester votre sens de l'observation. Donc, vu qu'on a dit que B était chirale et que D, c'est la même chose, D est aussi la même molécule, donc chirale également. L'exemple E, ça c'est un exemple assez vicieux, je ne vous le cache pas, puisque j'ai mis des liaisons en crâne à l'arrière et à l'avant. Donc si on regarde un petit peu naïvement, on peut se dire il y a des liaisons à l'arrière et à l'avant, c'est un carbone asymétrique, alors qu'en réalité, vous avez sur le carbone un fragment CH3 qui est ici, un autre fragment CH3 qui est là. Finalement, les quatre substituants ne sont pas différents, il n'y a pas de carbone asymétrique dans cette molécule, et bien donc là ici, c'est une molécule qui est achirale. Pour la molécule F, même chose, vous avez un fragment CHOH au centre, deux fragments méthyl, donc identiques à gauche et à droite. La molécule F n'est pas chirale. Pour la molécule G et la molécule H, c'est encore plus simple, puisque ici, vous n'avez aucun carbone tétraédrique. Vous voyez qu'il y a des liaisons doubles, donc on a des carbones qui sont triangulaires plans. Même chose ici, donc finalement, G et H sont des molécules achirales. Alors ensuite, pour la question numéro 10, je venais vous chercher, pour la 11 aussi, je venais chercher un petit peu les définitions que vous aviez en tête pour l'énantiomérie et la diastéréoisomérie. Alors on va décortiquer la définition que j'ai rappelée ici sur le tableau. On parlera d'un couple de molécules énantiomères, et faites attention, hein, cette notion s'applique obligatoirement à un groupe de deux molécules. Donc pour ça, il faut avoir des stéréoisomères de configuration, image à travers un miroir et non superposables. Alors il faut détailler également les mots qui sont à l'intérieur. On parlera de stéréoisomérie dans le cas où deux molécules ont la même formule brute, même formule plane. Et dans le cas où les représentations spatiales, le préfixe stéréo signifie dans l'espace, donc dans le cas où les représentations spatiales sont différentes. Il y a également le terme configuration qui apparaît. Il est à opposer au terme conformation. Ça veut dire que entre deux stéréoisomères de configuration, on ne peut pas passer de l'un à l'autre seulement par rotation autour des liaisons simples. Il faut obligatoirement déconnecter des atomes, c'est-à-dire casser des liaisons, pour les reconnecter d'une façon différente afin d'obtenir cette paire de stéréoisomères de configuration. Pour avoir un exemple de couple d'énantiomères, c'est relativement simple. On utilise ce que j'ai rappelé dans la question 9. Une molécule possédant un unique carbone asymétrique est une molécule chirale. Donc si on prend cette molécule et son image à travers un miroir plan, ce sera un exemple parfait pour un couple d'énantiomères. Donc on prend
une molécule possédant un carbone asymétrique. Alors pour avoir un carbone asymétrique, on peut mettre des groupements, a priori ceux qu'on veut, en tout cas en théorie. On va mettre un fragment OH, on va mettre ici un fluor et pourquoi pas un brome. Donc voici la première molécule. On s'aperçoit que le carbone, il est tétraédrique, il ne fait que des liaisons simples. Les 4 groupements auxquels il est relié sont différents, donc on a bien un carbone asymétrique. Si maintenant je dessine un trait rouge représentant un miroir, et que je représente maintenant l'image à travers ce miroir, je commence par représenter le motif qu'on va avoir à décorer. Hop. Donc je place d'abord les liaisons dans le plan, vers l'avant, vers l'arrière. Le brome qui était dans le plan se retrouve ici proche du miroir. L'hydrogène qui était en haut reste en haut. Le fluor qui était à l'avant, eh bien, loin du miroir, il reste à l'avant. Et le fragment hydroxyle, lui, va rester à l'arrière. Évidemment, à travers le miroir, le carbone reste un carbone asymétrique. Et si on veut démontrer que les deux molécules ne se superposent pas, dans ce cas-là, ce qu'il convient de représenter, c'est une rotation de 180 degrés autour de la liaison que je viens de mettre en avant, c'est-à-dire la liaison CH. Lorsqu'on fait cette rotation, la représentation de la molécule devient celle-ci. Comme toujours, on représente d'abord le motif des liaisons et ensuite on place les substituants. Donc en 180 degrés, le brome va partir sur la droite, il atterrit ici. L'hydrogène, lui, il tourne sur lui-même, il reste en haut. Et encore une fois, si vous reprenez des feutres ou des stylos pour montrer la position du fragment hydroxyle à l'arrière et fluor à l'avant, on va mettre l'hydroxyle en vert à l'arrière. Lorsque je fais la rotation de 180 degrés, il se retrouve au final à l'avant. Donc j'ai ici le fragment OH et à l'arrière l'atome de fluor. Maintenant on compare cette représentation à celle-ci. On s'aperçoit que brome et brome se superposent, hydrogène et hydrogène se superposent. Par contre, fluor et hydroxyle ne se superposent pas. Même chose à l'arrière. Finalement, ces deux molécules sont non superposables. C'est donc bien un couple d'énantiomères, ce que j'abrégerai dans la suite avec un petit epsilon souligné. Pour avoir un couple de diastéréoisomères, nouvelle définition, donc dans la question 11, il faut deux molécules stéréoisomères de configuration. Donc encore une fois, il faut avoir des formules planes qui sont les mêmes, mais des arrangements des atomes dans l'espace différents. Il ne faut pas pouvoir passer de l'un à l'autre en cassant les liaisons chimiques, en faisant des rotations autour des liaisons chimiques. Il faut obligatoirement casser puis reconnecter les liaisons. Et pour que les molécules soient diastéréoisomères, eh bien, il faut qu'elles ne soient pas images l'une de l'autre à travers un miroir. Pour pouvoir illustrer ça, on peut prendre des exemples avec deux carbones asymétriques, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple. Le mieux, c'est d'utiliser la diastéréoisomérie des alcènes. Donc là, ici, je vais représenter des alcènes dans l'espace. En l'occurrence, c'est des molécules planes, en tout cas planes à proximité de la double liaison CC. Donc je vais les mettre dans le plan du tableau. Et je vais prendre l'exemple le plus simple qui existe. Donc on a ici un alcène qui contient au total 4 atomes de carbone. Si on essaye de le nommer, il y a un numéro de la chaîne principale. 1, 2, 3, 4. C'est un dérivé du butane. En l'occurrence, vu qu'on a un alcène, c'est un dérivé du butène. Et on va mettre dans son nom le numéro du carbone affecté en premier par la double liaison. Donc ce sera ici du but de N. Et vous le savez, lorsque les deux fragments principaux substituant l'alcène sont du même côté de la double liaison, eh bien, on lui attribue un descripteur particulier. On dit que cet alcène est Z, qui vient de l'allemand zusammen, qui veut dire ensemble, ce qui représente ici les deux groupements du même côté. Ça, on doit le mettre également dans le nom de l'alcène. Donc, on l'appellera carrément cette molécule le Z but de N. Si je veux avoir son diastéréoisomère, eh bien, je prends la configuration qui correspond au descripteur E. Cette fois-ci, on constate que les fragments méthyl sont un en bas, l'autre en haut par rapport à la double liaison. La molécule ici, donc, est de configuration décrite par le E. E, ça vient encore une fois de l'allemand, entgegen, qui signifie éloigné. Donc là, ici, ils sont de côté opposé. Et le nom de cette molécule, ce sera du coup le E but de
N. Lorsqu'on analyse les structures de ces deux molécules, eh bien, elles ont bien le même nombre d'atomes de carbone, d'hydrogène. La représentation plane, ce sera la même. Si jamais on devait la dessiner, ce serait CH3, CH, double liaison CH, CH3. Par contre, dans l'espace, et encore une fois, faites attention, c'est pas parce que les molécules sont planes que ces dessins ne sont pas dans l'espace, on voit que la position des fragments méthyl n'est pas la même, donc on a bien un couple de diastéréoisomères ici. Alors, pour terminer cet exercice, on parlait encore de stéréoisomérie dans les dernières questions, mais cette fois un petit peu particulière. On nous demandait comment est-ce qu'on nommait les représentations numérotées grand 1 à grand 4 concernant la molécule de butane. Eh bien, pour ces 4 représentations, à chaque fois c'est la même molécule. Pour passer d'une représentation, c'est-à-dire d'un dessin à un autre dessin, la seule chose qui a été faite, c'est une rotation libre autour des liaisons simples. Ça, c'est un truc que vous devez absolument retenir, c'est très important. On peut faire des rotations autour des liaisons simples, sans trop de problèmes au niveau de l'énergie nécessaire. Par contre, autour des liaisons doubles, on a quelque chose qui est bloqué. On ne va pas pouvoir comme ça inverser la configuration d'un alcène par exemple. Lorsqu'on peut dans une molécule faire différentes représentations qui correspondent juste à des rotations, à des différences de rotation autour des liaisons simples, on appelle ça de la stéréoisomérie de conformation. Alors, stéréoisomérie, ça veut dire encore une fois qu'entre ces molécules, eh bien, on a la même représentation plane. Par contre, la représentation dans l'espace est différente et conformation, c'est en lien avec les rotations des liaisons. Pour la question numéro 13, on nous parlait des molécules numérotées 1 et 3 que j'ai représentées ici au tableau. Elles étaient données en perspective cavalière et on demandait de les représenter cette fois en représentation de Cram. Alors lorsqu'on a comme ça une molécule comme celle-ci, il faut essayer de retrouver un enchaînement d'atomes qui correspond à un dessin relativement facile. Quand je parle d'un dessin facile, eh bien, reprenez par exemple les molécules qui étaient données dans la question 9 de cet exercice numéro 1. J'explique ici d'abord sur l'exemple de gauche. Là ici, je vais choisir un motif qui correspond à celui-ci. Donc je repasse en vert les liaisons correspondantes. Et ces liaisons que je repasse en vert, lorsque je vais les dessiner en représentation de Cram, je vais faire comme si j'avais placé mon œil là ici sur la gauche, et donc ces liaisons, je vais les voir apparaître de cette manière. Donc si je légende un petit peu, le carbone qui est ici se retrouve là, et le carbone qui est à l'arrière, je vais le représenter avec un triangle. Hop, il se retrouve ici. Sur chacun de ces atomes de carbone, en plus des liaisons qui se situent dans le plan, vous avez, regardons le carbone rouge, une liaison d'abord ici qui va pointer par rapport à mon œil, si je regarde de côté, celle-ci va pointer à l'avant, et celle-là va pointer à l'arrière. Donc je rajoute ces liaisons, je vais les mettre en noir, donc une à l'avant, une à l'arrière, avec des hydrogènes qui sont au bout. Là, au bout de la liaison verte, c'est le fragment CH3. Et si on fait un travail similaire pour le carbone que j'ai marqué avec un triangle bleu, eh bien on a une liaison verte qui est dans le plan, celle-ci, CH3, une liaison vers l'avant, une autre vers l'arrière. Je commence par les dessiner, et ensuite je rajoute les atomes d'hydrogène. Avec le même type de raisonnement, je vais reprendre un motif similaire pour le motif de base, à savoir donc celui-ci. Évidemment, ce motif de base, vu que je le représente dans le plan, il faut prendre 3 liaisons qui sont coplanaires, sinon ça ne va pas marcher. Donc je replace ce motif-là. Je vais mettre au bout les substituants. Donc à gauche, j'ai le fragment CH3. Et au bout à droite, un hydrogène. Sur les atomes de carbone, on a à chaque fois, en plus des liaisons dans le plan, une liaison à l'avant, une liaison à l'arrière. Le carbone qui va être ici, c'est celui qui est à gauche. On voit que pour l'avant et pour l'arrière, on a des atomes d'hydrogène. Et pour le carbone qui est à l'arrière, on a le CH3 qui pointe à l'avant et l'hydrogène qui pointe à l'arrière. Donc on va rajouter ici CH3 à l'avant et hydrogène à l'arrière.
Si jamais vous avez un petit peu de mal encore à faire le passage d'une représentation à l'autre, même chose pour la question numéro 14 que je ne vais pas redétailler ici plus que ça, sachez qu'on fera un TP dans lequel on sortira les modèles moléculaires. Vous savez, c'est ces trucs qui ressemblent un petit peu à des jouets où on a des boules pour représenter les atomes et des bâtonnets en plastique pour représenter les liaisons. Et donc vous pourrez manipuler les modèles moléculaires, les observer sous toutes les coutures, de façon à voir comment est-ce qu'on représente une perspective cavalière, voir la correspondance avec une représentation de Cram, et on pourra faire la même chose avec la représentation de Newman. La représentation de Newman, normalement vous ne l'avez pas faite quand vous étiez au lycée, on en reparlera, c'est au programme de cette année. Donc si vous souhaitez vous entraîner, cette fin d'exercice numéro 1 vous sera utile pour cette année. Alors on passe maintenant à l'exercice numéro 2. On change un petit peu de thème et on va parler maintenant d'identification des composés inconnus. Alors je commence avec la question 15 où je vous demandais de définir un élément chimique. Ça fait partie des définitions qu'il faut absolument maîtriser. Je vous l'ai remis ici au tableau. Un élément chimique, c'est un atome pour lequel on fixe la valeur de Z, avec Z, le numéro atomique, qui correspond du coup au nombre de protons à l'intérieur du noyau. Par conséquent, à chaque élément chimique correspond une case dans la classification périodique des éléments, et à chaque élément chimique correspond un unique symbole. Par exemple, l'élément chimique carbone, c'est l'élément chimique hydrogène, H, etc. Pour la question numéro 16, eh bien, on nous donnait des informations sur un composé inconnu, X. On nous donnait sa masse molaire, on nous disait qu'il contenait du carbone, de l'hydrogène. On nous donnait d'ailleurs les pourcentages en masse. Si on fait le lien avec le cours de cette année, le pourcentage en masse, c'est rien d'autre qu'une fraction massique, que je noterai dans la suite, W. Donc j'ai repris ici le 0,51 qui correspond à 51 sur 100. 0,085 pour l'hydrogène, et pour avoir le pourcentage en masse de l'oxygène, eh bien on utilise le fait que dans le composé, on n'a que 3 éléments chimiques, carbone, hydrogène et oxygène. Par conséquent, la somme des 3 fractions massiques, c'est-à-dire la somme des 3 pourcentages, doit être égale à 100, ce qui correspond du coup à 1. À partir de cette équation, on en déduit alors, premier résultat intermédiaire, la fraction massique de l'élément oxygène, 0,415. Nous, ce qu'on veut, c'est la formule brute. Donc pour ça, on va utiliser l'information sur la masse molaire qui nous dit qu'une mole de composé X a pour masse 118 grammes. Dans ces 118 grammes, il y a une partie qui est due à l'élément carbone, une autre à l'élément oxygène et une troisième due à l'élément hydrogène. En ce qui concerne le carbone, eh bien, la masse de carbone contenue dans ces 118 grammes, c'est égal à 118 fois le pourcentage massique du carbone, ce qui nous fait donc 60. On a 60 grammes de carbone parmi 118. Maintenant, pour savoir combien 60 grammes de carbone correspondent à des atomes de carbone, eh bien, il suffit de diviser 60 par la masse molaire du carbone, et on trouve 5 atomes de carbone dans le composé. On fait la même chose pour l'oxygène et pour l'hydrogène, et on obtient au final comme formule brute C3 H10O. Non, pardon, j'ai écrit n'importe quoi, c'est C5 H10O3. On n'oublie pas, lorsqu'on a comme ça un résultat, de l'encadrer, de le mettre en évidence, ce qui va ensuite améliorer la qualité globale de votre présentation et également permettre une correction plus facile. Alors, dans la suite de cet exercice, question 17, on nous demandait maintenant de calculer le nombre d'insaturations présent dans la molécule et on nous donnait la définition de ce nombre d'insaturations. On nous dit que c'est le nombre de molécules H2 qu'il manque entre cette molécule-là qui contient 5 atomes de carbone et l'alcane correspondant ayant le même nombre d'atomes de carbone. Vous devez savoir que la formule générale d'un alcane s'écrit C indice N, H indice 2N plus 2. Par conséquent, l'alcane qui possède 5 atomes de carbone, qui est le pentane, aura pour formule brute C5H12. On s'intéresse maintenant à l'élément hydrogène. On voit qu'il y en a 10 dans la molécule concernée, le composé X. Il y en a 12 dans le pentane. Entre les deux, il y a une différence de 2 atomes d'hydrogène, soit une molécule H2, ce qui implique un nombre d'insaturations qui vaut 1. Et encore une fois, on a un résultat, on n'oublie pas de l'encadrer. Allons plus loin maintenant. Les insaturations, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une information assez générale sur ce qu'on peut trouver dans la structure d'un composé inconnu. Je vous les ai listés ici. Une insaturation, ça peut être plusieurs choses. Soit une double liaison entre deux atomes, pas forcément identiques, A et B.
Donc ça peut être le cas par exemple lorsque vous avez un alcène, double liaison CC, mais vous pouvez aussi en avoir un lorsque vous avez une cétone, double liaison CO. Dans une double liaison, le nombre d'insaturations vaut 1. Mais ça peut aussi être autre chose, comme une triple liaison. Je vous ai mis un exemple ici avec la molécule de diazote, et lorsqu'on a une triple liaison, le nombre d'insaturations vaut 2. En ce qui concerne les cycles, c'est encore une fois un exemple d'insaturation qui vaut 1. Et je vous ai mis comme exemple la molécule de cyclohexane, qui a pour formule C6H12, formule brute, à comparer avec la molécule d'hexane linéaire, qui a pour formule C6H14, en appliquant la relation qui est ici. Entre les deux, il y a une molécule H2 qui n'est pas présente. Par conséquent, on a bien une insaturation lorsque un cycle est présent. Ok, dans la question numéro 18, on parle maintenant de spectroscopie infrarouge. Alors la spectroscopie infrarouge, vous devez savoir, ça fait partie des connaissances acquises en terminale, qu'elle permet de trouver certains groupes d'atomes caractéristiques. Pour ça, on étudie les bandes d'absorption et en général, on se focalise sur celles qui ont un nombre d'ondes supérieur à 1000 cm-1. Pour les valeurs inférieures, l'interprétation est plus délicate et on vous la demandera pas. En l'occurrence, sur le spectre qu'on vous proposait, il y avait 3 signaux supérieurs à 1600 cm-1, qui était la frontière indiquée dans le sujet, et on nous demandait de les attribuer. Alors, soit vous prenez la table infrarouge, et j'ai mis volontairement une table infrarouge qui était très fournie, de façon à vous montrer déjà qu'on peut récupérer beaucoup d'informations, et aussi pour vous montrer la nécessité d'avoir quelques réflexes en infrarouge. En l'occurrence, les 3 vibrations qui correspondent à ces nombres d'ondes, ils sont assez caractéristiques et vous pouvez, si vous avez une bonne mémoire, les retenir. Lorsqu'on a une bande fine et intense à 1700 cm-1, ça correspond à la vibration de la liaison CO double. Cette liaison CO double, elle se croise dans énormément de composés chimiques, dans les esters, les acides carboxyliques, les cétones, les aldéhydes, les amides. Donc, vu que c'est très fréquent, on peut le retenir. Deuxième bande caractéristique, celle qui se situe aux alentours de 2800-2900 cm-1, on repère 2 petits pics à l'intérieur de cette bande. Celle-ci, elle est encore une fois assez caractéristique. Elle correspond aux liaisons CH. Pour terminer, celle que tout le monde doit absolument reconnaître, même sans table spectroscopique, c'est la bande très large et très intense, centrée sur 3400 cm-1, qui correspond au fragment hydroxyle, OH, dans les alcools. Et on peut aussi le rencontrer lorsqu'on a des acides carboxyliques. Pour la question numéro 19, on vous proposait la molécule suivante et on vous demandait d'expliquer que sa représentation, sa structure, correspondait aux données infrarouges, à la à la formule brute qu'on a déterminée et également au spectre de RMN qui était fourni dans le sujet. Alors, on commence par compter les atomes de carbone. On voit qu'il y a bien 5 carbones, 10 hydrogènes, 3 oxygènes. Formule brute, c'est OK. En ce qui concerne l'infrarouge, on repère une liaison OH, ça c'est bon. Il y a des liaisons CH, c'est bon aussi. Il y a la double liaison CO, encore une fois, c'est valable. Maintenant, pour le spectre de RMN, il faut commencer par représenter la molécule, par exemple, comme je l'ai mis ici, en notation semi-développée ou développée. L'essentiel, c'est de faire apparaître tous les atomes d'hydrogène. Si vous ne faites pas ça, si vous restez en topologique par exemple, vous risquez de manquer des atomes d'hydrogène et il y a plusieurs personnes qui dans leur copie ont oublié celui-ci notamment. Une fois qu'on a ces atomes d'hydrogène, il faut repérer les groupes de protons équivalents. Alors les groupes de protons équivalents, ce sera des groupes d'hydrogène qui vont être dans un environnement électronique similaire et donc pour ça on peut utiliser le fait que les rotations autour des liaisons simples sont libres et également très rapides, ce qui va du coup donner un effet de moyenne, par exemple, pour des atomes d'hydrogène portés par un même atome de carbone dans un fragment méthyle ou dans un fragment CH2. Donc si on devait entourer d'abord les groupes de protons équivalents, les 3 protons qui sont ici sont équivalents par jeu de rotation très rapide autour de la liaison carbone-carbone qui se situe ici. Et évidemment, ce groupe de protons équivalents, pour en parler facilement par la suite, on va lui donner un nom. Donc on va les appeler par exemple les HA. Il y a 3 protons équivalents dans le groupe nommé HA. Ensuite, on a un groupe de protons équivalents ici, contenant un seul proton à l'intérieur. On va l'appeler HB. Et on poursuit notre petit travail. L'hydrogène relié à l'atome d'oxygène, c'est encore un autre groupe d'environnement électronique différent.
on l'appelle HC. Et pour finir, on a ici les deux hydrogènes d'un groupe qu'on va appeler HD. Et j'ai plus d'autres couleurs, donc je vais reprendre du bleu. Non, pas du bleu d'ailleurs, je vais reprendre du rouge, que je vais mettre en triangle cette fois pour le groupe de protons. Je vais y arriver, pas HD mais HE. Donc on a ici 5 groupes de protons équivalents, ce qui impose dans le spectre de RMN de trouver 5 signaux. Un signal en RMN, vous le savez, hein, il peut se représenter sous la forme d'un pic, d'une bande, avec une seule pointe, c'est ça que je veux dire, ou alors sous la forme d'un multiplet, c'est-à-dire un signal contenant plusieurs pics. Vous avez parlé de ça lorsque vous avez parlé de la règle du n plus 1, qu'on peut aussi appeler la règle du p plus 1. La règle du P plus 1 nous dit que un groupe de protons équivalents, son signal va sortir sous la forme d'un massif à P plus 1 pic, avec P, le nombre de voisins, c'est-à-dire le nombre de protons qui seront couplés. Donc si on étudie un petit peu ça sur la représentation qui est juste au-dessus. Pour le groupe HA, tout d'abord, eh bien, il va pouvoir être couplé avec le groupe HB. Dans le groupe HB, on a vu qu'il y a un seul et unique proton. Par conséquent, les protons du groupe HA vont sortir dans un signal qui apparaîtra sous la forme d'un doublet. Et vous pouvez le noter comme ça à côté de la structure. Comme ça, c'est tout de suite clair lorsqu'on regarde ce que vous avez écrit. Réciproquement, le proton du groupe HB va être couplé aux 3 protons du groupe HA. Et donc, par conséquent, 3. Si on applique la règle du P plus 1, ça fait 3 plus 1. Par conséquent, le proton HB sortira sous la forme d'un massif à 4 pics qu'on appelle un quadruplet. Concernant le proton HC, pour lui, il se passe un truc un peu bizarre. En réalité, la liaison OH, c'est une liaison qui va permettre à l'oxygène de lâcher le proton sous sa forme H+, de façon temporaire, très brièvement, et de le rattraper, ou un autre proton qui traîne juste à proximité, très rapidement. L'échange comme ça, décrochage, raccrochage, se fait avec une fréquence extrêmement élevée. Si bien que le proton relié à un atome d'oxygène, ou à un atome d'azote, plus généralement à un atome très électronégatif, eh bien ce proton n'a pas le temps de se coupler avec les protons voisins. Par conséquent, lorsque vous avez comme ça un proton relié à un hétéroatome, à un atome très électronégatif, classiquement azote ou oxygène, eh bien ils seront non couplés. Et donc, s'il n'y a pas de couplage, le signal ne contient qu'un seul pic. C'est ce qu'on va appeler un singulet. On regarde maintenant la droite de la molécule. Les protons du groupe HD eh bien, sont couplés avec 3 protons du groupe HE. 3 plus 1, 4. Les protons du groupe HD sortent sous forme d'un quadruplet. Et enfin, pour les protons HE, eh bien, ils sont couplés avec 2 protons du groupe HD, donc signal sous la forme d'un triplet. Maintenant que vous avez ces informations, vous voyez qu'il y a peu de choses qui sont écrites, mais beaucoup d'informations déjà sont mentionnées. Lorsque vous allez interpréter le spectre, obligatoirement vous allez faire un tableau. Les longs blocs de texte qui n'en finissent pas, ça, c'est même pas la peine d'y compter. Donc le tableau que je vous ai mis sur l'énoncé du sujet, c'est celui que je vous redemanderai quand on refera de l'ARMN cette année. Et dans la colonne la plus à droite, que j'ai appelée attribution plus explication, une partie des explications figure déjà ici. Et pour l'attribution, s'il vous plaît, mettez bien les groupes tels que vous les avez nommés ici, HA, HB, etc. De cette façon, moi je regarde la ligne du tableau, je regarde le groupe qui est juste au-dessus, je vois si la correspondance est juste ou pas. Si dans la colonne de droite, vous commencez à mettre un bloc de texte, vous perdez complètement en efficacité et la correction est plus difficile. En ce qui concerne l'attribution des signaux, je l'ai mis dans le corrigé qui se trouve sur le drive de chimie, je ne reviens pas ici. Le point sur lequel il y avait une ambiguïté, il y avait une ambiguïté sur un signal, c'est celui qui se trouve aux alentours de 4,20-4,30 ppm. On voit plusieurs pics à l'intérieur.
on voit en haut du spectre 4,265, etc. jusqu'à 4,204. En réalité, dans ce massif, vous avez deux signaux qui correspondent du coup à deux protons, à deux groupes de protons équivalents différents, qui sortent avec quasiment le même déplacement chimique. Donc ça, c'était vraiment un point assez difficile. Ça n'empêchait pas, par contre, d'attribuer le signal central, du coup, c'était au proton relié à l'atome d'oxygène, et d'attribuer les fragments CH3 qui correspondaient aux deux signaux les plus à droite. On pouvait les identifier puisque l'un sort sous forme d'un doublet et l'autre sous forme d'un triplet. On passe à l'exercice suivant, on est arrivé donc à l'exercice numéro 3, et on aborde ici l'utilisation de la spectroscopie UV visible appliquée à une réaction d'oxydoréduction. Pour la question numéro 20, je vous disais donc que la réaction qui est étudiée a lieu entre les ions iodure I- et les ions peroxodisulfate S2O8-2-. Je vous donnais les couples oxydant-réducteurs pour chacun, associés à chacune de ces deux espèces, et je demandais d'écrire les demi-équations électroniques, puis l'équation bilan associée à la transformation. Alors, allons-y. Pour le premier couple, I2, I-, je mets l'oxydant et le réducteur de part et d'autre du signe égal. J'équilibre l'élément principal, l'iode. Je vais donc prendre 2 I- à droite. J'équilibre les oxygènes, les hydrogènes, il n'y en a pas, donc j'en ajoute pas. Et pour finir, on équilibre les charges avec des électrons. Du côté de l'oxydant, on a 2 charges moins à droite, il nous faut 2 charges moins à gauche. Je vais rajouter du coup 2 électrons. Pour le deuxième couple, on a le peroxodisulfate, S2O8 de moins. Le réducteur associé, c'est l'ion sulfate, SO4 de moins. On équilibre l'élément principal, autre que O et H. Ici, il s'agit d'éléments soufre. Il y en a 2 à gauche, 1 à droite. Je vais donc prendre 2 ions sulfate sur la droite. On équilibre les oxygènes en ajoutant des molécules d'eau. J'ai 8 oxygènes à gauche et 2 x 4, 8 à droite. Ils sont équilibrés. Les hydrogènes, il n'y en a pas, j'en ajoute pas. Et enfin, il faut équilibrer les charges en mettant des électrons du côté de l'oxydant. Globalement, ici, côté oxydant, on a 2 moins. Et globalement, côté réducteur, on a 2 fois 2 moins, donc 4 moins. Il faut donc 2 électrons du côté de l'oxydant. Là, on a donc nos demi-équations électroniques. Je vais les appeler A et B. Et il nous faut maintenant une combinaison linéaire des équations électroniques A et B permettant de simplifier dans l'équation bilan le nombre d'électrons. La combinaison linéaire, logiquement, elle n'est pas très difficile à trouver, vu qu'il y a le même nombre d'électrons dans chacune des deux demi-équations. Et l'équation bilan, au final, va être écrite comme étant égale à B moins A. Dans une combinaison linéaire, un point sur lequel vous devrez travailler, lorsque je mets un signe moins devant une équation électronique ou devant une équation bilan, ça veut dire que, en réalité, ça revient à inverser le signe des nombres stoichiométriques, en d'autres termes, à retourner, à inverser la position des réactifs et des produits. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, qu'est-ce qu'il reste? Les ions iodures apparaissent comme réactifs, 2 I-. On n'oublie pas de rajouter les phases puisque c'est une équation bilan. On a les ions peroxodisulfate, S2O8 de moins. L'équation, on ne sait pas si elle est associée à une réaction totale ou équilibrée, donc je vais garder un symbole égal très générique. Les produits sont le diode plus les ions sulfate. Alors, dans cette question, pas mal d'erreurs, notamment sur les demi-équations électroniques. Pourtant, j'ai choisi des exemples qui, vous le voyez, sont relativement simples. Donc, ça veut dire que vous êtes capable de vous perdre dans votre propre raisonnement. Obligatoirement, les demi-équations électroniques, vous devez vous relire immédiatement après les avoir écrites. Si vous ne faites pas ça, vous avez beaucoup de chances de vous tromper. Deuxième erreur classique qui est arrivée, au niveau de l'équation bilan, si vous n'avez pas mis les phases, et je vous avais prévenu, eh bien, je vous ai retiré 0,5 points sur 1. Dernièrement, eh bien, il y a des gens qui n'ont pas fait attention au sens d'écriture de l'équation bilan. Moi, je vous parlais bien de la réaction entre les ions iodures et les ions peroxodisulfate. Je veux qu'il soit écrit du côté des réactifs. Si vous m'avez écrit l'équation bilan à l'inverse, eh bien, ce n'est pas ce qui était demandé. Dans la question numéro 21, alors, je demandais d'utiliser un souvenir que vous n'avez pas tous, je l'ai remarqué, concernant les solutions de diode. C'est des solutions qui, logiquement, tout le monde en a, je pense, déjà utilisé en salle de TP. Elles ont une couleur un peu particulière. Suivant la concentration, elles peuvent apparaître jaune ou, quand c'est très concentré, orange, voire même marron.
Alors ça, si vous l'aviez, c'était bien. Si vous ne l'aviez pas, vous pouviez quand même gratter des points sur cette question, puisque je vous disais, à partir de cette couleur, quelle est la longueur d'onde approximative à régler dans le spectrophotomètre. Ce qu'il faut dire, c'est que si cette solution apparaît d'une couleur, par exemple ici jaune, eh bien ça veut dire que la couleur majoritairement absorbée, c'est la couleur complémentaire. Donc là ici, me mettre couleur complémentaire, ça rapportait déjà des points. En l'occurrence, les trois couples de couleurs complémentaires, vous devez les connaître, on les retrouve dans le cercle ou l'étoile chromatique, je vous les rappelle ici. On a le rouge qui est complémentaire du vert, le bleu complémentaire du orange, et enfin le jaune complémentaire du violet. Donc là ici, la solution apparaît de couleur jaune parce qu'elle absorbe majoritairement les radiations violettes, et les radiations violettes, c'est l'extrémité du spectre du visible, donc la longueur d'onde à laquelle il faut régler le spectro, c'est aux alentours de 400 nanomètres. En ce qui concerne la question 22, je vous donnais une loi phénoménologique. Je vous disais que on trouve expérimentalement que l'absorbance A s'exprime comme une constante que j'ai notée ici lambda, fois la concentration de l'espèce qui absorbe, à savoir le diode. Le nom de la relation, vous le savez presque tous, la loi de Berlambert. Vous êtes seulement quelques-uns à avoir oublié ce nom-là, ça va vite revenir. Concernant maintenant la relation, on vous demandait les unités des différents termes. L'absorbance, c'est une grandeur qui est adimensionnée, donc sans unité. Du côté droit de l'équation, vous avez la concentration, et cette relation, c'est une relation de chimiste. La concentration s'exprime donc, comme classiquement en chimie, en mol litre moins 1. Ainsi, pour avoir une absorbance qui soit sans dimension, il faut obligatoirement que la constante de proportionnalité, que j'ai notée ici lambda, soit exprimée en litres mol moins 1. Une erreur que j'ai vue parfois, alors je m'en suis rendu compte peut-être un petit peu tard, j'ai utilisé lambda en me disant, voilà, j'ai besoin d'une lettre quelconque, j'ai pris la lettre lambda. Et certains ont cru que c'était la longueur d'onde et m'ont dit, du coup, lambda en nanomètres. Non, c'est vrai que la longueur d'onde se note souvent lambda. En l'occurrence ici, lorsqu'on a une relation entre l'absorbance et la concentration, lambda, c'est pas la longueur d'onde. Donc faites attention à garder une certaine flexibilité dans votre esprit en termes de notation. Si je veux prendre une constante, j'ai le droit aussi de la nommer lambda, c'est pas forcément une longueur d'onde. Pour la question numéro 23, elle a été relativement mal traitée et ça fait partie des compétences expérimentales que vous devez normalement avoir déjà vues lorsque vous étiez au lycée. On retravaillera ça dans un TP qui arrivera assez prochainement. Donc je vous rappelle simplement que dans cette question numéro 23, on souhaite déterminer expérimentalement la valeur de lambda. On sait qu'il y a une relation de proportionnalité entre A et C. Dans le cadre de l'expérience, c'est la loi de Berlambert. Pour ça, il faut me dire un mot-clé, celui que j'ai souligné. On va réaliser ce qu'on appelle une droite d'étalonnage. Vous devez tous être capables d'expliquer ce que c'est et comment on fait pour l'obtenir. Je vous en rappelle ici les étapes. On commence par préparer plusieurs solutions qui contiennent l'espèce colorée, en l'occurrence ici le diode. Ces solutions ont des concentrations différentes, mais attention, il faut que les concentrations de ces solutions soient proches de la concentration utilisée lors du suivi cinétique. Globalement, il faut que la concentration du diode lors du suivi cinétique soit incluse entre les concentrations minimales et maximales de la droite d'étalonnage. Une fois qu'on a cet ensemble de solutions, qu'on va appeler les solutions étalons, on fixe la longueur d'onde du spectrophotomètre à la longueur d'onde donc de 400 nanomètres, vu que la longueur d'onde la plus absorbée, c'est le violet. On mesure ensuite pour chacune de ces solutions l'absorbance, et on se retrouve du coup avec plusieurs valeurs d'absorbance qui correspondent à plusieurs valeurs de concentration. Pour obtenir la valeur de lambda, on utilise une calculatrice, un ordinateur, pour faire tracer absorbance en fonction de la concentration, et l'ordinateur, si les valeurs ont bien été prises, va nous montrer une relation de proportionnalité entre les deux, et on aura donc l'absorbance égale à une constante fois la concentration. Grâce aux outils informatiques, on peut comme ça déterminer la valeur du coefficient directeur qui sera égal directement à la valeur de lambda. Pour terminer cet exercice, dans la question numéro 24, on vous donnait une relation écrite dans le sujet donnant la quantité de matière de I2
en fonction du temps, et on vous demandait de démontrer, d'expliquer d'où provenait cette relation. Alors la première chose, c'est la fonction du temps. On fait un suivi cinétique. Lors de la réaction chimique, le diode va être progressivement formé, donc c'est logique d'avoir cette quantité de matière qui dépend du temps. Même chose pour l'absorbance. Lorsqu'on regarde le tableau qui était donné, on voit que la valeur de A dépend de la valeur du temps, donc c'est logique d'avoir A qui dépend du temps. Concernant les volumes V1 et V2, on vous expliquait qu'on réalisait un mélange. Une fois que ce mélange est fait à T égale 0, les valeurs de V1 et V2 et la somme ne dépendent pas du temps. Le coefficient lambda, on l'a expliqué juste avant, c'est une constante, encore une fois indépendante du temps. Pour obtenir la démonstration, eh bien, il suffit de dire que la quantité de matière d'une espèce chimique dissoute est égale au produit de sa concentration par le volume de la solution, le volume total. Ce volume total, c'est rien d'autre que la somme des volumes ajoutés, V1 et V2. Pour passer de cette équation à celle-ci, j'ai simplement utilisé la relation de Berlambert qui nous dit que l'absorbance de la solution est due uniquement à l'espèce d'iode, donc A est égal à concentration de d'iode fois lambda, ce qui revient à dire que concentration de d'iode est égale à A sur lambda. Vous voyez qu'en une ligne de calcul, on démontre cette relation. Dans la question numéro 25, on nous parlait maintenant de la quantité de d'iode formée à T égale 90 minutes. Là, clairement, tout le monde pouvait faire cette question. Il suffisait d'appliquer la relation qui est ici et d'utiliser les valeurs mentionnées dans le sujet. Application numérique qui a été très très souvent fausse. Je pense que j'ai à peu près, je sais pas, peut-être 15-20% d'entre vous qui m'ont donné la bonne réponse. Souvent, dans la puissance de 10, il y a quelque chose qui s'est mal passé. Donc, entraînez-vous, refaites cette application numérique. Il faut que vous soyez capable d'utiliser vos calculatrices en faisant des erreurs très très rarement. Cette quantité de matière, alors, il y en a certains, il fallait interpréter ce à quoi elle correspondait. Certains m'ont mis, eh bien, il s'agit de la quantité de matière du diode à 90 minutes. Bon, j'ai pas voulu être méchant parce que c'est vrai, mais globalement, là, on n'est pas en train d'avancer. Hein. Lorsqu'on essaye d'interpréter cette valeur, eh bien, on regarde le tableau de l'absorbance donné en fonction du temps. On constate que l'absorbance augmente régulièrement, encore et encore, et vers la fin, sur la droite du tableau, la valeur est à 0,77, puis 0,79, encore 0,79, encore 0,79. Donc, à 90 minutes, ça veut dire que la réaction est arrivée à son état final. Si la réaction est une réaction totale, ça veut dire que l'avancement xi est égal à xi max. Et d'après les nombres stoichiométriques de l'équation bilan, si vous faites un petit tableau d'avancement, ce que je vous encourage à faire pour vous entraîner, eh bien on s'aperçoit que cette quantité de matière correspond à rien d'autre que xi max, en faisant l'hypothèse que la réaction est une réaction totale. Si jamais on fait l'hypothèse que la réaction n'est pas totale, ou si on ne veut pas se mouiller, on note xi f. Pour finir, 26e et dernière question de cet exercice, on nous parle du temps de demi-réaction. On nous demande de définir cette grandeur et de déterminer sa valeur à un chiffre significatif. Première chose, la définition, vous la maîtrisez pas très bien. Globalement, vous avez compris l'idée, mais mettre une phrase claire sur cette idée pose trop de problèmes à un grand nombre d'entre vous. Donc, je l'ai marqué ici sous forme d'équation, mais je vais vous le dire oralement ce que vous pourriez écrire. Le temps de demi-réaction correspond à l'instant tel que l'avancement correspond à l'avancement maximal sur 2. Ça prend une ligne d'écriture, pas plus. Du coup, mathématiquement, ça se traduit par xi de t1,5 est égal à xi max sur 2. Ce qui revient à dire, finalement, en appliquant la relation de Berlambert, que l'absorbance de t1,5 correspond à l'absorbance maximale divisée par 2. Hein, j'ai simplement utilisé que l'avancement xi est identique, d'après le tableau d'avancement que je vous ai demandé de réaliser, à la quantité de matière de l'iode, et donc on peut comme ça faire un lien entre avancement et absorbance. À partir de là, puisqu'on sait que l'absorbance maximale vaut 0,79, on divise 0,79 par 2, ça fait à peu près 0,40. On regarde le tableau des valeurs et on voit qu'à 8 minutes, l'absorbance vaut 0,39. Conclusion, eh bien, le temps de demi-réaction, avec une précision qui n'est pas terrible, hein, mais on vous demandait seulement un chiffre significatif, est égal à 8 minutes. N'oubliez pas, comme toujours, d'encadrer vos résultats. Hop, 8 minutes. Alors, on arrive maintenant à l'exercice numéro 4, et sachez-le, cet exercice 4, c'est celui qui a été le moins bien traité. Alors, il faisait intervenir des notions que vous n'aviez pas forcément, et pourtant, vous allez voir là dans la correction que j'ai vraiment pas été très méchant avec vous, j'ai vraiment essayé de vous guider.
Et du coup, je pense que ça peut valoir le coup, notamment si vous envisagez déjà de prendre PC plus tard, de vraiment réviser ça parce que c'est concrètement ce qu'on va faire très très fréquemment en chimie organique. Alors, on vous parlait d'une réaction particulière dans laquelle on fait réagir un alcène, celui-ci, le but 1N, avec de l'eau. Donc, c'est une réaction d'hydratation, vu qu'on va faire agir l'eau comme réactif sur un alcène. Cette réaction va avoir lieu en présence d'acide sulfurique, H2SO4. On réalise la température dans un bain aux glaces à 0 degré Celsius pendant une durée de 30 minutes. On obtient comme produit une molécule qu'on appelle la molécule A. Question numéro 27. Il faut expliquer à quel type de réaction appartient celle-ci. Et on vous donne 3 propositions. Il faut dire que c'est soit une élimination, soit une substitution, soit une addition. Alors, on parlera d'élimination dans le cas où une molécule va éjecter un fragment qu'elle contenait initialement par action, par exemple, avec un autre réactif. Là, ici, on voit qu'on obtient un seul fragment A, rien n'a été éjecté, ça ne peut pas être une élimination. Dans une substitution, le terme substitution fait référence au remplacement. On va prendre un groupe initialement présent dans la molécule, le déconnecter et reconnecter à sa place un autre groupe. Là, ici, rien ne laisse penser ça. Puisque finalement, du côté des produits, on n'a pas un sous-produit qui correspondrait au groupe qui s'est déconnecté. Pour une réaction d'addition, ça ressemble au terme mathématique. Lorsqu'on fait une addition, on fait la somme. Là, ici, vous voyez qu'on va prendre 2 réactifs. S'il veut plus, on en fait la somme. Et à la fin, on obtient un produit, uniquement un. Ça veut dire que dans ce produit A, la molécule d'eau est venue se lier, s'additionner à l'alcène initial. Finalement, c'est bien une réaction d'addition, puisqu'on obtient un seul et unique produit final. Alors, cette réaction, logiquement, vous ne l'avez jamais étudiée. Je ne pense pas me tromper en disant ça. Dans la question numéro 28, je vous demandais pourtant de donner la structure des produits possibles pour A. Et je vous donnais des informations. Je vous disais que A, ces 2 structures ne diffèrent que par la position du groupe hydroxyle de la fonction alcool. Donc, vous savez que A est une molécule de la famille des alcools. Vous savez en plus que le produit formé ne contient pas la double liaison. Alors ça, comment est-ce que vous le savez ? Si vous regardez le sujet un peu plus loin, je vais essayer de le montrer devant la caméra, là ici je vous parlais du mécanisme réactionnel. Vous voyez qu'initialement, on démarre d'un alcène et à la fin, le composé n'a pas de double liaison. Donc vous aviez des indices qui étaient un petit peu disséminés dans l'énoncé. Finalement, les 2 alcools qui peuvent être produits vont avoir une chaîne carbonée à 1, 2, 3, 4 atomes de carbone. Et ce qui diffère entre eux, c'est seulement la position du groupe OH. Je ne pouvais pas être plus clair que ça. Donc soit on le met en bout de chaîne, soit on le met en milieu de chaîne. Si on voulait utiliser les positions ici, ce serait équivalent à ça. Et la position la plus à droite, on reprendrait la molécule qui est ici. Donc voici les 2 alcools auxquels on peut aboutir. On nous dit ensuite, dans un petit paragraphe explicatif, que ces alcools ne sont pas obtenus en proportion identique. Il y en a un obtenu majoritairement. La règle en question, on la reverra cette année, c'est la règle de Markov-Nikov, qui nous dit que, alors je l'avais formulé en disant que l'atome d'hydrogène de la molécule d'eau se fixe sur le carbone de la double liaison CC le moins substitué. Reprenons d'abord le réactif. Sur ce réactif, on identifie la position de la double liaison CC. Il y a un atome de carbone, celui qui est à droite, relié à un fragment alkyle, et le carbone à gauche, il est relié à 0 fragment alkyle. Le moins substitué, c'est celui-ci. Et c'est sur lui que va se fixer l'atome d'hydrogène de la molécule d'eau. Ça veut donc dire que, au final, là ici, j'ai l'hydrogène de la molécule d'eau initialement présente qui se fixe. Et puisque d'un côté on a l'hydrogène, encore une fois, si vous reprenez le schéma explicatif qui se trouvait ici, là vous voyez que vous avez un fragment qui se met d'un côté du carbone initialement présent dans la double liaison, l'autre fragment qui se met de l'autre côté. Donc vous avez le OH qui va venir se placer là. Vous avez du coup ici la structure du produit majoritairement formé qu'on appellera dans la suite A.
On nous dit que la molécule A existe sous forme de 2 énantiomères. Eh bien, ça paraît plutôt logique, puisque lorsqu'on étudie sa structure, on a un unique carbone asymétrique, et on a dit qu'un unique carbone asymétrique, molécule chirale obligatoirement. Donc si on prend une molécule représentée dans l'espace, une molécule A représentée dans l'espace, et son image à travers un miroir blanc, elles ne pourront pas se superposer. On nous demande de représenter les 2 énantiomères. Alors on commence par remettre la chaîne principale, 1, 2, 3, 4 atomes de carbone, et le fragment hydroxyle peut pointer soit vers l'avant, soit vers l'arrière, lorsqu'on passe en représentation tridimensionnelle. Donc là je vais utiliser la représentation de crâne. Première possibilité pour A. Deuxième possibilité, le fragment OH est à l'arrière. Ces 2 molécules sont des stéréoisomères de configuration, image l'une de l'autre à travers un miroir blanc, non superposables l'une à l'autre. C'est donc bien un couple d'énantiomères. Alors à présent, question 31. Cette question, c'était la plus difficile de l'exercice, c'est celle qui vous demandait vraiment le plus de réflexion et également le plus de connaissances. On vous proposait donc ce schéma en vous disant donc que ça expliquait l'évolution des formations et des ruptures de liaisons chimiques. C'est ce qu'on appellera dans la suite de l'année un mécanisme réactionnel. Et sur ce schéma qu'on vous demandait de reproduire sur la copie, on vous disait de préciser pour chacun des réactifs, c'est-à-dire les 2 molécules les plus à gauche, l'alcène et le composé XY, les sites qui étaient des sites donneurs d'électrons et des sites accepteurs d'électrons. On nous demandait ensuite d'ajouter des flèches courbes pour montrer le déplacement des électrons qui traduit du coup la destruction et la reformation des liaisons chimiques. Alors, on commence par regarder l'alcène et on regarde comment est-ce qu'il évolue. On s'aperçoit qu'initialement, entre les atomes de carbone, on a une double liaison CC et à l'étape du milieu, eh bien, une des doubles liaisons CC a disparu, enfin, elle n'a pas vraiment disparu, elle s'est rompue pour venir interagir selon les 2 petites liaisons en pointillés avec l'atome représenté par le symbole X. Ça veut donc dire que pour faire cette interaction, l'alcène va devoir envoyer vers l'atome appelé X, il va devoir envoyer des électrons. Par conséquent, l'alcène va être le donneur d'électrons. Dans le composé XY qui est noté ici, eh bien, on vient de le dire, X va recevoir des électrons, donc X va être le fragment accepteur d'électrons. Maintenant, comment expliquer le mouvement des électrons entre ces réactifs et ces produits obtenus de façon intermédiaire? Eh bien, il faut que une paire d'électrons de l'alcène, donc je vais représenter par exemple celle qui est ici, se déplace et vienne interagir avec le fragment X. Lorsque cette flèche a lieu, lorsque les électrons se déplacent ainsi, on va former le fragment qui est là, avec les électrons verts qui deviennent ici les électrons en pointillés. Mais ce déplacement électronique, eh bien, il ne se fait pas seul, puisque vous voyez que là ici, X doit se détacher du fragment Y. En plus de ça, on le constate, le fragment Y récupère ici une charge négative. Charge négative, il récupère des électrons. Lesquels? Il y a ceux de la liaison initiale XY. Et puisqu'il récupère sur lui un doublet d'électrons, ce doublet d'électrons se représente à droite sous forme d'une paire non liante, d'un doublet non liant, qu'il fallait bien sûr ajouter. Une fois à cette étape, eh bien, il faut expliquer maintenant le passage de ces formules chimiques vers la formule qui est à droite. On s'aperçoit que le fragment Y est venu se lier à l'atome de carbone. Et pour faire une liaison entre un Y et un carbone, comme pour toutes les liaisons chimiques, il faut des électrons. Lesquels? Là, c'est très simple, ceux du doublet non liant que Y vient de récupérer. Là, ici, il a une charge moins. À la fin, il n'en a plus. Ça veut donc dire qu'il partage les électrons non liants pour former la liaison carbone-Y. Donc, ces électrons non liants vont tous les deux être utilisés pour
venir se lier à cet atome de carbone, celui de droite, vu que Y est fixé à droite à la fin. Et lorsque cette fixation a lieu, eh bien, les électrons de ces petits pointillés-là, enfin plutôt l'électron de ce pointillé-là, va venir rejoindre l'autre électron de l'autre pointillé pour former au final une liaison CX contenant deux électrons qu'on retrouve sur la droite ici. Donc, le formalisme normalement des flèches courbes que j'ai représentées ici en vert pour montrer le déplacement des électrons, ça fait partie des compétences qui sont au programme de terminale et, bonne chance pour vous, ça fait partie des compétences également au programme de PCSI et également de la classe de PC. Donc, vous aurez à retravailler ces notions et on en reparlera progressivement tout au long du premier semestre. Pour la question numéro 32, eh bien, on nous parlait d'une nouvelle transformation. On prend l'alcool A, je vous ai réécrit ici sa structure, et on le met dans l'acide sulfurique pur, on chauffe à reflux pendant 20 minutes, on obtient un produit B et de l'eau. On nous demande alors de représenter la formule du semi-développé, donc faites attention, on ne veut pas autre chose que du semi-développé, du composé B, sachant qu'il s'agit de l'alcène le plus substitué pouvant être formé. Et là, clairement, je ne vois pas comment je peux plus vous aider que ça. Si vous reprenez le tout premier paragraphe, juste en dessous du titre de l'exercice, il est écrit « Dans cet exercice, on souhaite transformer le but 1n en but 2n ». Là, on est à l'avant-dernière question de l'exercice. À votre avis, quelle est la formule du composé B? Ben, c'est évidemment le but 2n. Donc, on le représente en semi-développé, CH3, CH, double liaison, CH, CH3. Ça veut donc dire que la double liaison carbone-carbone va se former entre ces deux atomes-là, et elle ne va pas se former à gauche, sinon on reviendrait au produit initial, au réactif initial, ce qui n'est pas du coup ce qui est mentionné dans l'exercice. Voilà pour la question 32, et pour finir, question 33, on demande, est-ce que le composé B, alors le composé B, c'est celui-ci, on demande s'il présente de la diastéréoisomérie. La diastéréoisomérie pour un alcène, on sait que ça existe, c'est la diastéréoisomérie ZE. C'est ce qu'on a représenté tout à l'heure, que je vais représenter ici, cette fois en topologique. On a deux diastéréoisomères possibles pour la molécule B. On se lance maintenant dans le dernier exercice, le numéro 5. Cette fois-ci, on parlait des réactions acido-basiques et de leur utilisation lors de titrage. Alors le premier titrage, on parlait de l'acide sulfurique qui allait être titré par la soude. On vous donnait un petit paragraphe dans lequel on vous précisait la formule des espèces chimiques qu'on allait considérer et on vous donne également les notations sur les concentrations et les volumes utilisés. On nous demande, question numéro 34, de faire un schéma complet et annoté du montage de titrage réalisé dans cette manipulation. Alors là, ici, je n'ai pas mis toutes les informations, donc je vais le préciser à l'oral. On a ici une burette graduée. Faites attention, ce n'est pas une pipette, certains confondent les deux. En dessous, un bécher qui contient la solution titrante. Pensez pour la solution titrante à mettre l'espèce chimique qui va réagir, ou même mettre les espèces chimiques présentes, même si elles sont spectatrices, ça peut être intéressant. Même chose pour la solution titrante. Et précisez pour vous faciliter la vie, les notations qui sont prises sur concentration et volume à la fois pour l'espèce titrante et également pour l'espèce titrée. De cette façon, lorsque vous aurez, dans quelques instants, à écrire la relation à l'équivalence, vous avez juste à jeter un œil sur le schéma et les choses seront claires. En ce qui concerne le nom des autres instruments, on a ici donc l'agitateur magnétique avec à l'intérieur un petit barreau magnétique. Quelqu'un m'a mis dans sa copie que ce barreau magnétique s'appelait une pilule qui va s'agiter. Voilà, un peu bizarre. On a aussi donc la burette qui est maintenue grâce à une pince sur la potence. Quelqu'un m'a dit que cet objet-là, ce n'était pas une potence mais une potiche. Pas exactement la même chose. Et là où il ne faut pas vous tromper, je vais le rajouter en rouge, c'est pour mesurer le pH. Alors déjà, il ne faut pas oublier de mettre l'instrument de mesure, parce que si vous ne le dessinez pas, il manque quelque chose. Le petit bâton noir là, c'est ce qu'on appelle la cellule pH métrique, ou sonde pH métrique, ça marche aussi. Et cette cellule pH métrique va être reliée à un boîtier électronique posé sur la paillasse, et c'est ce boîtier-là qu'on appelle le pH mètre.
Certains parmi vous n'ont pas dessiné le pH mètre et ont mis seulement un bâton. C'est vrai qu'il existe aussi des dispositifs qu'on appelle parfois des pH mètres crayons, où vous avez sur un système miniaturisé à la fois la sonde pH métrique et en même temps un afficheur digital qui vous donne la valeur du pH. Dans ce cas-là, j'ai mis les points quand même. Question numéro 35, une question que je pose depuis 2 ou 3 ans déjà, puisque j'ai remarqué que c'était quelque chose qui n'était pas bien maîtrisé. On nous demande, grâce au graphique pH en fonction du volume de base versé qui était donné en annexe, que j'ai représenté ici, donc la courbe rouge était donnée, mais pas les autres constructions, on nous demande de déterminer graphiquement la valeur du volume équivalent. Là, la méthode, je pense que vous l'avez tous en tête, c'est la méthode des tangentes parallèles. Par contre, il y en a une bonne partie d'entre vous, beaucoup trop, qui ne savent pas tracer les tangentes parallèles. Et ça, c'est complètement dramatique. Il y en a parmi vous quand même qui prennent la courbe, qui tracent une tangente avant le saut de pH, une tangente après le saut de pH, et là, par une opération magique, ils disent « Padam, voici la valeur du volume équivalent ». Ça, pour moi, c'est juste une aberration. Je préfère que vous n'écrivez rien plutôt que d'écrire un truc pareil. Donc je vous rappelle les étapes de la méthode, je vous les rappelle ici en 3 points. Premièrement, en noir, on trace 2 tangentes parallèles, une après le saut de pH et l'autre avant le saut de pH. Pour évidemment tracer ces tangentes parallèles, vous devez vous munir d'une règle et d'une équerre. Là, malheureusement, ici, j'ai pas d'équerre et des règles suffisamment grandes pour le tableau, donc je l'ai fait à main levée. J'ai essayé de faire un dessin aussi propre que possible, mais c'est pas parfait. Une fois qu'on a ces 2 tangentes parallèles noires, deuxième étape, en bleu, vous tracez une droite perpendiculaire aux 2 premières, et vous le mettez en légende, et une fois que vous avez cette droite perpendiculaire, vous mesurez la longueur du segment entre les 2 droites noires. Ce segment, vous en prenez le milieu et vous tracez la 3e tangente parallèle aux 2 premières qui du coup passe par le milieu. Et là, grâce à cette construction, le point d'intersection entre la 3e tangente et la courbe pH métrique nous donne la valeur du volume équivalent en abscisse et la valeur du pH équivalent en ordonnée. On en arrive à la question numéro 36. Dans cette question, on nous demande d'interpréter la courbe de suivi pH métrique, en gros ça veut dire réutiliser le volume équivalent trouvé à la question précédente, afin de déterminer la valeur de la concentration C0 utilisée. Pour ça, on vous donne l'équation du titrage, que j'ai remis ici au tableau, H2SO4 qui réagit avec 2 ions hydroxyde pour donner des ions sulfate et de l'eau. Première hypothèse qu'on peut faire, puisque c'est une réaction de titrage, elle doit vérifier 3 critères que vous devez connaître. Elle doit être rapide, unique et totale, ou quasi totale. Donc là, ici, on peut faire cette approximation, enfin, c'est pas une approximation, c'est une hypothèse. On suppose que la réaction est totale ou quasi totale. Maintenant qu'on a supposé ça, eh bien, pour arriver à la valeur de la concentration C0 inconnue, on va avoir besoin d'une relation particulière, la relation à l'équivalence. Je vais laisser un petit peu de place parce que je vais vous expliquer dans un instant comment est-ce qu'on peut démontrer cette expression. La relation à l'équivalence, lorsque on a des nombres stoichiométriques qui sont égaux à 1, elle est très simple, elle revient à écrire quantité de matière du premier réactif égale celle du deuxième réactif. Sauf que, vous voyez qu'ici, j'ai justement pris un exemple où les nombres stoichiométriques ne sont pas tous les deux égaux à 1. On a un nombre stoichiométrique 2 pour les ions hydroxyde. Par conséquent, à l'équivalence, il faudra écrire que quantité de matière de H2SO4 initialement présente à l'intérieur du bécher, divisé par 1, c'est-à-dire son nombre stoichiométrique, et bien ça c'est égal à quantité de matière d'ion hydroxyde ajoutée par la burette, divisé par 2, encore une fois, son nombre stoichiométrique. Là où 80% d'entre vous s'est trompé, c'est dans l'oubli du 2 qu'il fallait placer ici. Essayons de comprendre d'où ça provient. On va imaginer qu'on ne fait pas forcément le titrage, mais on va imaginer une expérience fictive dans laquelle on place à l'état initial, dans le bécher, l'acide sulfurique tel qu'on l'a décrit, et on va également placer d'un seul coup toute la quantité de matière nécessaire pour arriver, une fois l'état final atteint, à l'équivalence. Je vais appeler la quantité de matière initiale d'acide sulfurique NH2SO4 et la quantité initiale d'ion hydroxyde NHO-. La réaction a lieu,
l'avancement consomme chacun des deux réactifs, à l'état final, on aura comme acide sulfurique restant NH2SO4 moins Ximax. Je peux utiliser Ximax puisque j'ai fait l'hypothèse d'une réaction totale ou quasi-totale. L'ensemble est égal à 0 puisque j'ai supposé qu'on mettait un mélange permettant d'arriver à l'équivalence. En ce qui concerne les ions hydroxydes, je vais avoir à l'état final une quantité qui s'exprime quantité initiale moins la quantité de matière qui a été consommée par la réaction. Attention de ne pas oublier le nombre stoichiométrique 2. Donc moins 2 Ximax. Et ça, c'est aussi égal à 0, puisque j'ai supposé ici faire un mélange permettant d'arriver à l'équivalence. Donc finalement, la première partie du tableau d'avancement nous permet d'écrire Ximax égale NH2SO4. On pourrait écrire NH2SO4 sur 1. Et l'autre partie du tableau nous permet d'écrire Ximax égale NHO- sur 2. Bien sûr, puisque c'est le même avancement pour chacune des deux cases, eh bien on en revient à écrire quantité d'acide sulfurique égale quantité d'hydroxyde sur 2. C'est la relation à l'équivalence. Une fois qu'on est ici, eh bien on dit simplement que la quantité de matière d'acide sulfurique initialement introduite dans le bécher, en reprenant les notations du sujet, eh c'est égal à C0 fois V0. En ce qui concerne les ions hydroxydes, eh bien on avait noté la concentration C. Le volume équivalent, je vais le noter V indice E. Donc j'ai ici C fois V indice E, le tout divisé par 2. Il reste du coup à isoler la concentration C0. Et donc on arrive au final à C0 égale C fois VE sur 2V0. Ça, c'est la formule littérale, importante, donc on l'encadre. Et on termine avec l'application numérique, dont on encadre aussi la valeur. Avant de tout effacer, une dernière question qu'on pourrait se poser. À quoi servent les 10 ml d'eau distillée qu'on ajoute? On le voit là dans les calculs, ils ne sont pas à prendre en compte. Donc à la limite, si on avait dit on ajoute de l'eau distillée sans nous préciser le volume, ce n'était pas non plus un problème. Expérimentalement, on a souvent le problème que la cellule pH métrique, la partie active, doit être intégralement immergée. Et donc si on prend un volume pour la prise d'essai attitré trop faible, la cellule pH métrique, sa partie active n'est pas immergée, et donc il faut rajouter de l'eau distillée. Ajouter de l'eau distillée, c'est pas gênant, parce que lorsqu'on dilue, la quantité de matière est conservée. Donc au final ici, l'eau distillée ajoutée, c'était juste pour faire tremper correctement la sonde d'eau. Pour la fin de l'exercice, on changeait maintenant de montage. On parlait d'un autre titrage. Cette fois-ci, on pourrait d'ailleurs refaire au brouillon rapidement le schéma du montage. On a cette fois dans le bécher de l'ammoniac, NH3, qu'on va faire réagir avec de l'acide chlorhydrique, H3O+, plus Cl-. Les notations sont les suivantes. Pour l'ammoniac, qui est une base, on notera sa concentration Cb et le volume ajouté Vb. Les valeurs sont sur le sujet. Et en ce qui concerne l'acide, eh bien on notera sa concentration Ca, le volume versé à un instant quelconque Va, et on pourra appeler le volume équivalent VE ou VAE. Maintenant qu'on a nos idées bien fixées, on nous demande dans la question 37 d'écrire l'équation bilan du titrage pour ce montage-là. Eh bien, on a cette fois NH3 qui joue le rôle de base, H3O+, qui joue le rôle d'acide, ce sont nos deux réactifs. On écrit donc NH3, composé dissous, plus H3O+, dissous également. Les deux vont réagir au cours d'une réaction totale ou quasi-totale. Et qu'est-ce qui se passe? C'est une réaction acido-basique au sens de Brønsted, qu'on appelle également une réaction par transfert de protons. En d'autres termes, un H+, initialement présent sur l'acide, H3O+, va se détacher et venir se rattacher sur la base, NH3. Donc si H3O+, perd un H+, ça va devenir H2O. Si NH3 gagne un H+, eh bien la molécule va se transformer en NH4+, l'ion ammonium. On obtient donc ici NH4+, plus H2O. Et attention, l'eau, ce n'est pas un soluté, c'est le solvant, donc son état physique, c'est liquide. Dans la question numéro 38, on nous demandait de dessiner l'allure de la courbe pH métrique. Donc là, je ne l'ai pas représenté, mais encore une fois, on a
une cellule pH métrique plus un pH mètre auquel elle est reliée. La courbe pH métrique, il faut réfléchir un instant pour pas juste faire un saut de pH comme habituellement. À l'état initial, avant d'avoir versé la solution titrante, dans le bécher, vous avez NH3. NH3 qui est une base. Les solutions qui contiennent une base ont un pH élevé, supérieur à 7. Par conséquent, à l'état initial, le pH sera plutôt haut. À l'état final, quand on a versé toute la burette à l'intérieur du bécher, on y a mis un excès d'acide. La solution titrante, acide, a un pH faible, inférieur à 7. Donc à l'état final, le pH sera plutôt bas. Entre les deux, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas un saut de pH, mais c'est une chute brutale du pH. Globalement, si vous dessiniez une allure comme ceci, ça me convenait. Et n'oubliez pas de préciser que du coup, le centre du seau correspond à la valeur du volume équivalent qui était donné de 25 ml. Donc ça, c'est pour la partie pH métrique de ce titrage. Mais ce qui m'intéressait pour cet exemple-là, c'était l'aspect conductimétrique. On parle maintenant de la conductivité de la solution et on nous donne des valeurs de conductivité ionique molaire pour les ions présents, à savoir l'ion ammonium qui va être formé dans le bécher progressivement, pour les ions H3O+, qui sont présents initialement dans la solution titrante, et également pour les ions chlorure. Ce qu'il faut comprendre ici, je pensais que ce serait clair pour tout le monde, peut-être pas, c'est que les ions H3O+, ils sont réactifs, donc lorsqu'on en verse dans le bécher, et que dans le bécher, il reste encore de l'ammoniac, d'après l'équation qui est ici, s'il y a de l'ammoniac en excès, H3O+ en défaut, ça veut dire qu'à l'état final, eh bien, on aura des NH4+, on aura des NH3, mais plus aucun H3O+. Réaction quasi totale. Alors, dans la question 39, on nous demandait d'expliquer la valeur particulièrement élevée pour la conductivité ionique molaire de l'ion oxonium H3O+. On en a parlé cette semaine, on va en parler avec les PCSI1. La raison, c'est un mécanisme de déplacement apparent particulier qu'on appelle le mécanisme de Grotius. En réalité, dans l'eau, eh bien, il peut y avoir des liaisons particulières, des interactions entre molécules qu'on appelle les liaisons hydrogènes. Et ces liaisons hydrogènes peuvent se faire et se défaire assez facilement. Ce qui veut dire que, pour parler de la conductivité ionique d'un ion, on étudie le déplacement de cet ion dans la solution. Plus il se déplace vite, plus la conductivité ionique est élevée. En l'occurrence, pour les ions H3O+, ce n'est pas directement la matière constituant un ion H3O+, qui va se déplacer en nageant dans la solution, mais c'est un jeu de formation et déformation de liaisons hydrogènes qui va donner un mouvement apparent de H3O+. En d'autres termes, ce sont des liaisons chimiques qui se déplacent sans mouvement de matière. C'est pour ça que c'est particulièrement rapide, puisque la matière, un ion, a une masse, et donc ça lui donne une inertie qui va du coup ralentir son mouvement. Pour la toute dernière question, on nous demandait maintenant d'expliquer l'évolution de la conductivité au cours du titrage. Globalement, la conductivité de la solution, qu'on note sigma, elle est mesurée en fonction du volume d'acide qui est versé, et on nous montre que globalement, on a une première portion de droite qui démarre de 0, et ensuite, cette première portion change de pente, l'inclinaison augmente, et entre les deux, au niveau de la rupture de pente, eh bien, on va pouvoir déterminer la valeur du volume équivalent. L'idée ici, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on démarre de 0, pourquoi est-ce qu'on a une pente plutôt faible dans la première partie, et pourquoi la valeur de la pente augmente dans la deuxième. Pour pouvoir justifier de la conductivité d'une solution, il existe une loi modélisant cette grandeur, c'est la loi de Kohlrausch que j'ai rappelée ici. Alors, quels sont les termes apparaissant dans cette loi? Sigma, c'est la conductivité de la solution. En l'occurrence, elle va s'exprimer dans une unité qui est le Siemens mètre moins 1, et elle va s'exprimer comme une somme de produits de deux termes. Les deux termes en question, c'est d'une part lambda I, la conductivité ionique molaire, qu'on donnera en général en Siemens mètre carré mol moins 1, ou éventuellement un multiple. Dans le sujet, par exemple, vous aviez des millisiemens mètre carré mol moins 1. Et on multiplie ce terme par la concentration CI. Et attention, là je vous l'ai mis en vert pour que ça saute aux yeux,
la concentration dans cette loi doit être exprimée obligatoirement en mol par mètre cube. On ne met pas le mol par litre pour une raison simple. Cette loi, c'est une loi de physiciens. Les physiciens ne mesurent pas leur volume en litres, mais en mètres cubes. Alors, avant l'équivalence, on va regarder le contenu du bécher, étudier les ions qui sont présents, vu que c'est eux qui nous intéressent dans l'écriture de la loi de Kohlrausch, et grâce à l'évolution des concentrations de ces ions au cours du titrage, on pourra déterminer pourquoi la pente augmente. Si d'abord on se place à un volume d'acide égal à 0 ml, que contient le bécher? Reprenez le schéma qu'on a fait juste avant. Eh bien, on a mis de l'eau, H2O, sans charge, de l'ammoniac, NH3, sans charge. Si on néglige l'autoprotolyse de l'eau, ou si on considère que les ions H3O+, et HO- sont présents en quantité si faible qu'ils ne participent quasiment pas à la conductivité, alors on pourra dire que la conductivité initiale vaut 0. On vient d'expliquer pourquoi on a la courbe qui est la première portion de courbe qui commence par l'origine du repère. Maintenant, on imagine qu'on commence à verser la solution titrante. Donc, dans la première partie, avant d'avoir atteint l'équivalence, NH3 est le réactif en excès, H3O+ est le réactif en défaut, il n'est pas présent. Par contre, lorsqu'on a versé la solution titrante, on a des ions Cl- qui sont introduits à l'intérieur du bécher, et ceux-là ont une concentration qui augmente. Lorsque NH3 réagit, il devient l'ion ammonium NH4+. Donc pour NH4+, la concentration augmente aussi. Et donc dans la première partie de la courbe, la loi de Kohlrausch s'exprimerait de la façon suivante. Conductivité de la solution égale le terme concernant l'ion chlorure, c'est-à-dire lambda Cl- fois concentration de Cl-, plus, puisqu'on a un symbole somme, le terme concernant l'ion ammonium, lambda NH4+, fois concentration de l'ammonium NH4+. Maintenant, dans la deuxième partie du titrage, après l'équivalence, cette fois-ci, NH3 n'est plus présent. Quels sont les ions présents? On a d'abord des ions ammonium, NH4+, et puisqu'on a déjà fait réagir tous les NH3, après l'équivalence, il n'y a pas de nouveaux NH4+, qui sont formés. Leur concentration est constante. On va continuer cependant à ajouter la solution titrante grâce à la burette. Donc, on va ajouter des ions H3O+, et également les ions chlorure, Cl-. Si on applique la loi de Kohlrausch à cet instant du titrage, après l'équivalence, on dira que la conductivité de la solution, puisqu'on a 3 ions, il va falloir écrire cette fois 3 termes. Ce sera lambda Cl-, concentration de Cl-, plus lambda NH4+, concentration NH4+, plus lambda H3O+, fois concentration de H3O+. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a une augmentation de la pente? Eh bien parce que dans la première partie, vous voyez que les ions ajoutés, ce sont Cl-, conductivité ionique relativement faible, et NH4+, conductivité ionique relativement faible. Globalement, la conductivité augmente quand même. Après l'équivalence, on ajoute des Cl-, conductivité ionique relativement faible. NH4+, on n'en ajoute plus, donc il ne participe pas à l'élévation de la pente. Par contre, on ajoute des ions oxonium, conductivité ionique très élevée. Et donc si on compare ce qui se passe après et avant l'équivalence, tout à l'heure on mettait comme cation des NH4+, mauvais conducteurs. Là on met des H3O+, très bons conducteurs. C'est logique d'avoir une conductivité qui augmente nettement plus après l'équivalence qu'avant l'équivalence. Et c'est grâce à cette différence qu'on est capable de dire que au moment où les deux courbes se croisent, on est pile au niveau de l'équivalence. Donc on s'arrête là pour cette vidéo. Parmi les exercices qu'il est indispensable de maîtriser pour ce qui va arriver prochainement dans le programme de PCSI, à la fois en TP et également en cours, regardez surtout
Ce dernier exercice, le numéro 5, vu qu'en TP, on va faire des titrages, on va faire de la pH-métrie, de la conductimétrie, il faut que vous soyez parfaitement calé là-dessus. Et regardez également l'exercice numéro 3. Il faut qu'il soit totalement maîtrisé, puisque comme je vous le rappelle, à la rentrée des vacances de Toussaint, on commencera le chapitre de cinétique chimique et vous allez voir qu'on va mettre des équations qui vont être un tantinet plus complexes que celles qu'on a dans cet exercice-là. Donc déjà, maîtriser la base, ça permettra d'aller plus loin une fois qu'on reprendra.